Bonjour à tous les étudiants qui suivent le cours de magnétostatique, que ce soit en DUG ou en cycle prépa. Dans cette vidéo, je vais entamer la deuxième partie du problème de calcul de champ magnétique et je vais m'intéresser au calcul par le théorème d'Ampère. Donc voilà l'une des difficultés que rencontre une grande partie d'entre vous. Comment appliquer ce théorème, comment choisir le contour d'intégration, comment l'orienter et enfin comment appliquer ce théorème dans des cas un peu compliqués. Bien, donc je vais vous présenter d'abord les exercices. Donc j'ai présenté 4 exercices. Un exercice classique mais qui pose aussi certains problèmes, c'est le cas du solénoïde infini. Donc on verra comment calculer le champ magnétique pour un solénoïde infini. Deuxième cas, on va traiter le cas d'une nappe de courant surfacique, c'est-à-dire une distribution de courant sur un plan au X ou Y qu'on va supposer infini. Et bien sûr, dans les deux cas, il s'agit de calculer le champ magnétique en un point quelconque de l'espace en utilisant le théorème d'Ampère. Dans une prochaine vidéo, je vais traiter le cas, je dirais, très classique, le cas du câble coaxial, c'est-à-dire un courant suivant l'axe OZ. Et un autre cas, c'est une densité de charge de courant non uniforme, mais qui est suivant θ. Et souvent, vous confondez, chaque fois que vous regardez un cylindre, faites très attention, la densité de courant peut être soit suivant Z, soit suivant θ. On recalculera là aussi le champ magnétique, soit par le théorème d'Ampère, mais également sous forme intégrale ou bien sous forme locale. C'est-à-dire on va démarrer à partir de rotationnel de B, sans utiliser de contour d'intégration, et recalculer le champ magnétique en tout point de l'espace. Donc ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Bien, revenons au cas du solénoïde. Donc toujours comme la méthode du calcul direct, première chose pour le calcul du champ magnétique, c'est la symétrie et les invariances. Bien. Ensuite, le choix du contour. Donc on voit, quand on a fait le théorème de Gauss, on choisissait une surface fermée, c'est-à-dire souvent un cylindre ou une sphère. Là, c'est un contour, c'est une ligne fermée. D'accord? Donc souvent, un rectangle ou un cercle. Et on verra dans quel cas il faut choisir un rectangle, dans quel cas il faut choisir un cercle. Dans le cas où il s'agit d'un cercle, d'un rectangle, la deuxième difficulté, comment placer ce rectangle? Et ça, on vous donnera quelques indications. Prenons le cas, par exemple, du solénoïde infini. Donc, c'est un cylindre infini. Voilà l'axe Z. Et je vais noter, par exemple, le plan XY, le plan perpendiculaire à l'axe Z. Imaginons, je veux déterminer le champ magnétique en ce point, quelconque de l'espace. Bien sûr, pour le calcul de champ magnétique, toujours posez-vous la question, d'abord, est-ce qu'il y a un plan de symétrie qui passe par ce point M? Bon, s'il y a un seul, ça suffit pour déterminer la direction de B. Sinon, il faut chercher deux plans d'antisymétrie. Bien. Maintenant, si je prends ce point, est-ce qu'il y a un plan de symétrie de charge? Bien sûr, plan de symétrie pour la distribution de charge ou bien pour le solénoïde infini qui passe par ce point. Je rappelle ce que c'est qu'un plan de symétrie. Un plan P est dit plan de symétrie si et seulement si, quel que soit le point M du solénoïde, par exemple, vous cherchez sens symétrique par rapport à ce plan et les courants qui circulent en M et M' sont égaux et ils ont le même sens. Eh bien, vous voyez très bien maintenant que ce plan-là est effectivement un plan de symétrie, c'est-à-dire par exemple le plan M, X et Y, c'est-à-dire le plan qui est perpendiculaire à l'axe OZ qui passe par le point M. Pourquoi? Parce que si vous prenez ce point M justement, je cherche sens symétrique par rapport à ce plan, il va être un autre point quelque part ici, et vous voyez bien que le courant au point M et au point M, ils ont le même sens et même valeur. Donc, MXY est un plan de symétrie. Donc, tout de suite, je déduis que le champ est suivant OZ. D'accord? Donc, je connais la direction de B et les suivants OZ. Faites très attention. Par exemple, le plan MZY, c'est-à-dire celui-là,
c'est un plan d'antisymétrie. Hein. Vous avez un autre plan, c'est-à-dire on peut chercher aussi deux plans d'antisymétrie qui passent par le point M. Vous avez le plan MYZ, ce plan-là, c'est un plan d'antisymétrie. Pourquoi c'est un plan d'antisymétrie? Parce que l'image de ce point, par rapport à MYZ, c'est ce point. Et vous voyez bien que le courant en ce point et en ce point ne sont pas symétriques, ils sont antisymétriques. Hein, le courant au point M, il est comme ça. Normalement, le symétrique de ce vecteur, c'est ce vecteur. Voilà le symétrique. Or, le courant au point M', il circule dans le sens opposé à celui-là. Donc, ces deux vecteurs sont antisymétriques. Donc, ce plan-là est un plan d'antisymétrie. Idem pour le plan MZX, c'est-à-dire qui est donc d'accord, pardon. Donc là, le plan MZX est un plan d'antisymétrie uniquement pour un point qui appartient à OZ. Bien. Donc là, le plus simple, c'est de dire ce plan, tout plan perpendiculaire à l'axe OZ qui passe par le point M est un plan de symétrie. Donc voilà la direction et les règles. Bon, les invariances, bien sûr, les invariances pour un cylindre infini, vous avez toujours invariance par translation, bien sûr, à condition que la densité de charge soit uniforme, par translation suivant l'axe OZ et par rotation autour de OZ. Donc, si je me déplace, pardon, ici, si je me déplace, si je suis là ou je suis là, j'observe toujours le même système. Et quand je suis là, je tourne autour du cylindre, là aussi, j'observe le même système physique. Donc, le champ ne dépendra que de R. Donc voilà ce que nous dit la symétrie et les invariances. Donc, et c'est exactement à partir des résultats de la symétrie et des invariances qu'il faut choisir le contour. Vous avez en général deux cas pour le théorème d'Ampère. Si les lignes de champ sont circulaires, ça veut dire le champ est suivant Eθ. Donc dans ce cas-là, il faut prendre bien sûr un cercle. Mais si le champ garde une direction fixe, ce qu'on appelle un champ axial, comme dans notre cas ici, on sait que partout le champ va être suivant l'axe K, il faut choisir un rectangle. Là, on n'a pas le choix, le contour, c'est un rectangle. Rectangle, le carré, c'est la même chose. Bien. Maintenant, comment placer le rectangle? Bon, un rectangle, je peux le placer de n-ième façon. Mais le fait que B est suivant K, ça veut dire que au moins deux côtés du rectangle, ou bien si vous avez un, vous avez automatiquement l'autre, doit être parallèle à K. Comme ça, la circulation va être non nulle. Donc, je dois choisir un rectangle dont une partie va être parallèle. Donc, il faut le choisir donc, comme ça, le rectangle, et non pas comme ça, par exemple. D'accord? Mais je peux le choisir ici, je peux choisir là, je peux choisir là. Donc, vous avez différentes façons de mettre le rectangle. Bien. Donc, dans le solenoïde, il faut commencer d'abord par montrer que le champ est uniforme à l'extérieur et à l'intérieur avant de faire le calcul. Pour montrer que le champ est uniforme à l'extérieur du solenoïde, vous avez deux façons de faire. Je vais faire les deux. Soit vous prenez un rectangle complètement à l'extérieur du solenoïde, A, B, C, D. Voilà mon contour d'intégration gamma, j'appelle gamma 1. Une fois que vous avez choisi votre contour gamma, d'abord il faut l'orienter arbitrairement. Vous avez le droit de l'orienter dans ce sens ou bien dans le sens inverse. Ça c'est arbitraire. Ça, le résultat ne dépend pas de ce sens. Mais une fois que vous avez choisi le sens de parcours du contour gamma, faites attention, ça c'est le sens du parcours du contour gamma. Ça n'a rien à voir avec le sens du courant. Ça n'a rien à voir avec le sens de B. C'est un sens d'orientation de gamma que vous choisissez vous-même. Et c'est arbitraire. Vous avez le droit de choisir dans un sens ou dans l'autre. Mais, une fois que vous avez choisi un sens, vous indiquez tout de suite la direction de la normale. D'accord? Donc, si je tourne dans ce sens-là, la normale, elle est sortante. Je vais revenir sur l'expliquer ceci tout à l'heure. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit la symétrie? B ne dépend que de R. Ça veut dire tous les points du segment AB sont à la même distance R de l'axe. Donc sur AB, vous avez un champ constant. Et les suivants cas. Je rappelle, toujours travailler en mesure algébrique. D'accord? La symétrie me dit la direction, mais il ne me précise pas est-ce qu'il est suivant plus K ou bien suivant moins K. Autrement dit, B1, elle est algébrique. Ça peut être positif, ça peut être négatif. De même,
sur tous les points du segment CD, j'ai un champ qui est constant. Et c'est ça le rôle des invariances. Pourquoi? Parce que B ne dépend que de R. Or, tous les points du segment DC sont à la même distance de l'axe Z, c'est-à-dire à la même distance R. Vous voyez, à la même distance R. Donc là, je l'appelle B2, et là, le champ, je l'appelle B1. B1 suivant K, B2 suivant K. Bien sûr, comme je répète, ça peut être plus K, ça peut être moins K. C'est le calcul qui va me dire est-ce qu'il est suivant plus K ou bien suivant moins K. Bien. Ensuite, une fois que j'ai choisi mon contour, je l'ai orienté, j'ai cherché là où le champ est constant, là où il n'est pas constant. Après, il suffit de passer à l'application de théorème d'Ampère. Donc, pour calculer la circulation suivant le contour formé A, B, C, D suivant un rectangle, toujours, il faut le partager en 4. Suivant AB, plus BC, plus CD, plus DA. Vous voyez tout de suite que la circulation suivant BC, suivant AD est nulle. Pourquoi? Parce que B, il est suivant K, et D de L, ici, il est suivant ER. Et ER scalaire K, bien sûr, le champ magnétique, lui, il est suivant K, plus ou moins, ça ne nous intéresse pas. Là, il est suivant K, plus ou moins K. Dans les deux cas, le champ, il est nul parce que B est perpendiculaire à D de L. Qu'est-ce qu'il reste? La circulation suivant AB. Là, B1, il est suivant K, et B1, il est algébrique, mais D de Z, il est donné par le sens du parcours. Si je choisis le sens dans ce sens-là, donc D de L, c'est plus D de Z suivant K. Et donc, puisque B1 il est constant ici, parce que tous les points sont à la même distance R, je peux sortir B1 de l'intégrale et je trouve B1 fois L. L, c'est la longueur AB. Maintenant, pour CD, faites attention dans ce cas-là, D de Z, D de L, c'est moins D de Z suivant K. Et B2, c'est toujours B2 suivant K. C'est algébrique. Hein? B2, il est algébrique. Hein? Je ne sais pas s'il est plus K ou moins K. Le calcul va me le dire. Et je trouve bien sûr moins, ici il y a un signe moins B2 fois L. Combien de courants traverse le contour? Bien sûr, 0 courant, parce que le courant il sort ici, voilà, il rentre là. Voilà les courants, ils tournent autour de ce cylindre. Donc ici, aucun courant, donc la somme du courant est nulle. Donc je déduis que B1 moins B2 égale à 0, donc B1 égale à B2. Donc B est uniforme à l'extérieur du solide. Donc partout il est nul. Bien. Ou bien, je peux choisir un autre contour pour arriver exactement au même résultat. Vous voyez, le choix de contour n'est pas toujours unique. Je peux choisir un contour de cette manière-là, complètement à l'extérieur des deux cas. C'est-à-dire le solénoïde se trouve complètement à l'intérieur de ce contour gamma. Je l'oriente là aussi de façon arbitraire, bon, dans ce sens, dans le sens inverse, et je calcule la circulation. Exactement comme tout à l'heure, ici, c'est une circulation qui est nulle. Ici, ça va donner AB fois L fois B1. La seule chose, il faut bien sûr choisir cette distance différente de celle-là. Donc, cette distance-là, voilà, R', différente de R, pour ne pas avoir le même champ magnétique. Hein, pour avoir deux champs magnétiques différents. Sinon, je vais avoir B moins B égale à 0, ce qui est normal. Bon, la circulation suivant AB, ça va me donner B1 fois L. Et suivant CD, ça va donner moins B2, toujours moins. J'oublie le signe moins, parce que ici, D de L, c'est moins D de Z. Combien de courants traversent ce contour? Il y en a plusieurs, mais leur somme est égale à combien? Est égale à 0. Parce que ici, quand je tourne dans ce sens-là, la normale, ça va être un vecteur qui est rentrant. Je vais expliquer comment déterminer la source normale. Ça veut dire que ce courant va être quand il est positif, ce courant quand il est négatif. Donc vous avez autant de courant qui sort que de courant qui rentre. Donc la somme algébrique du courant, elle est nulle. Vous avez plus NI moins NI égale à 0. Donc la somme du courant égale à 0. Donc je trouve aussi de la même manière que le champ au point M ici est égal au champ au point là. Ça veut dire le champ à l'extérieur du solénoïde, il est uniforme. Puisque le champ à l'extérieur du solénoïde est uniforme, comme elle est nulle à l'infini, hein, d'accord, elle est nulle à l'infini, donc elle est partout nulle. D'accord, je reviens ici, donc le solénoïde est partout constant, elle a la même valeur, mais quand je me déplace à l'infini suivant l'axe des airs, bien sûr à l'infini il n'y a pas de courant, donc le champ, il y a un courant, mais dans ce sens-là, mais dans cette direction, à l'infini, il n'y a pas de courant. Donc dans cette direction, à l'infini, le champ va être nul, comme dans cette direction. Comme le champ il est constant,
Et puisque sa valeur est nulle à l'infini, donc partout, ici, le champ va être égal à 0. Voilà comment on montre que le champ à l'extérieur, elle est nulle. Bien. Maintenant, on va montrer que le champ est uniforme à l'intérieur. Exactement la même démonstration qu'on a fait pour le contour de tout à l'heure. Il suffit de choisir un contour à l'intérieur quelconque, soit l'axe Z ou bien un contour comme ça, c'est la même chose. Vous appliquez exactement la même démonstration, vous allez avoir B1 moins B2 égale à 0, puisqu'il n'y a aucun courant qui traverse le contour. Le contour se passe à l'extérieur du contour. Aucun courant ne traverse ce contour gamma, parce que le contour gamma se trouve complètement à l'intérieur du solénoïde. Donc même démonstration, on trouve que B1 égale à B2, donc le champ est uniforme à l'intérieur du solénoïde. Maintenant on veut déterminer la valeur de B. Donc, puisque si je choisis un contour à l'extérieur, il me donne le champ uniforme à l'extérieur. Si je choisis complètement à l'intérieur, il me donne le champ uniforme à l'intérieur. Donc, il faut choisir un autre contour où une partie se trouve à l'extérieur, une partie se trouve à l'intérieur. Et c'est ce contour-là qui va me donner le sens de la valeur de B. Donc, je veux, par exemple, déterminer le champ magnétique sur point M, qui se trouve à la distance R. Donc, je choisis un rectangle qui passe par le point M. Première chose, tout de suite, il faut orienter mon contour. Si je l'oriente dans ce sens-là, donc vous faites la règle de la main droite, vous tournez dans le sens du contour, le pouce vous donne la direction de la normale. Donc vous voyez, quand je tourne, faites votre main droite, vous tournez vos doigts suivant le sens du contour A, B, C, D, le pouce va être vers vous, donc la normale elle est sortante. Ça veut dire le courant qui est dans la direction de la normale va être compté positivement. Si le courant circule dans le sens inverse de la normale, il va être compté négativement. Bien. Puisque je sais que le champ à l'extérieur est égal à 0. Donc la circulation suivant A1, B1, C1, T1, d'abord suivant A1, D1 et C1, B1, c'est 0, parce qu'on a dit toujours B il est perpendiculaire. D de L il est perpendiculaire à B dans les deux cas. B suivant au Z, ici D de L il est perpendiculaire à Z. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste juste l'intégrale suivant A1, B1, parce que suivant C1, D1, il est nul parce que B égale à 0 à l'extérieur. On vient de le montrer. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'intégrale suivant A1, B1, qui est égal à B suivant K. Là aussi, vous voyez bien que B c'est algébrique. Je ne sais pas, est-ce qu'il est suivant plus EZ ou moins EZ? Le calcul va me le donner. D de L, je suis sûr, puisque j'ai choisi ce sens de contour, donc D de L, lui, il est plus D de Z suivant Z. Comme tous les points de A1, B1 se trouvent à la même distance, donc la même raison que tout à l'heure, le champ il est constant, donc la circulation, c'est B fois L. Maintenant, est-ce qu'il y a du courant qui traverse ce contour? Bien sûr, oui, il y a ce courant, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, il faut les compter. Et toujours dans le solénoïde, on vous donne une grandeur importante, c'est le nombre de spires par unité de longueur. Ça veut dire le nombre de spires dans une longueur égale à 1. Donc, si vous avez une longueur L, le nombre de spires, faites règle de 3, c'est N fois L. Chaque spire est parcouru par un courant I. Donc, le nombre de courants total, ici, c'est NL fois I. Voilà, avec un signe plus, parce que les courants sont dans le sens de la normale. Si par hasard, quelqu'un a choisi ce contour, ce sens d'orientation, la somme du courant va être moins NL fois I. Mais, la circulation de B fois L va être aussi égale à moins B fois L, parce que ici, D de L va être suivant moins D de Z. Et vous voyez, les deux signes moins vont disparaître. Donc le résultat ne dépend pas du choix du contour. Bien, je connais la circulation, je connais la somme du courant. Là, il suffit d'appliquer le théorème d'Ampère. La circulation est égale à mu0 fois la somme du courant. Donc je trouve B égale à mu0 N fois I. Donc c'est un champ qui est uniforme. Voilà pour le problème du solénoïde. Pour le deuxième problème, nappe de courant surfacique. Voilà quelques rappels qui vont nous aider à comprendre ce problème. Un plan de symétrie du courant. Si vous avez un plan de symétrie du courant, c'est un plan d'antisymétrie pour les champs.
Je vais expliquer ce point. Et inversement, un plan d'antisymétrie du courant, c'est un plan de symétrie pour les champs. Et ça, c'est pour le champ magnétique. Pour le champ électrique, c'est l'inverse. Prenez par exemple une sphère circulaire. Ce plan-là, c'est un plan de symétrie du courant, parce que l'image d'un point M par rapport à ce plan, c'est lui-même. Donc, c'est un plan de symétrie des courants. Donc, ce plan va être un plan d'antisymétrie pour le champ. Ça veut dire, si je prends un point M, je cherche sens symétrique par rapport à ce plan, le champ en ce point va être l'antisymétrie de ce champ en ce point. Et exactement ce qu'on a. Le champ au point M, il est dans ce sens-là. Normalement, c'est quoi le symétrique de ce vecteur par rapport à ce plan? C'est celui-là. Or, le champ au point M', il circule toujours dans la même direction. Donc, vous voyez bien que le champ au point M', c'est l'antisymétrie du champ au point M. Pourquoi? Parce que M et ce plan-là est un plan de symétrie du courant et M', c'est le symétrique de M par rapport à ce plan. Très bien. Donc, maintenant, on va prendre un autre exemple. Un autre exemple. C'est le cas du fil infini. Vous savez que pour un fil infini, les lignes de champ sont des cercles. Est-ce qu'il y a un plan de symétrie du courant? Oui, celui-là. Celui-là, c'est un plan de symétrie du courant. Donc, si je prends deux points symétriques de ce plan, deux points symétriques, c'est un plan de symétrie, pardon, c'est celui-là, d'accord? Dans ce cas, je vais donner un autre exemple du cas contraire, c'est-à-dire si vous avez un plan d'antisymétrie du courant, c'est un plan de symétrie pour le champ, d'accord? Si vous prenez un fil infini, ce plan-là, le plan perpendiculaire à OZ, c'est un plan, bien sûr, d'antisymétrie des courants. Pourquoi c'est un plan d'antisymétrie du courant? Parce que l'image de ce point, c'est celui-là. Et bien sûr, ici, vous voyez bien que le courant il est suivant plus OZ. Normalement, le symétrique de ce vecteur, c'est ce vecteur-là. Or, réellement, le courant, il circule dans le sens inverse. Donc ça, c'est un plan d'antisymétrie des courants. D'accord? Si je prends ce point M, voilà, sens symétrique par rapport à ce plan. Faites très attention. Sens symétrique par rapport à ce plan. Donc, le champ en ce point et en ce point doivent être symétriques. Et c'est bien sûr, c'est ce qu'on a. Les lignes de champ sont des cercles qui tournent autour du fil infini. D'accord? Donc, ce point, j'espère qu'il est clair. Donc, si vous avez un plan de symétrie des courants, c'est un plan d'antisymétrie pour les champs. Et inversement, si vous avez un plan d'antisymétrie des courants, c'est un plan de symétrie des champs. Bien. Avant d'aborder ce problème, bien sûr, de la nappe, je vais revenir sur la définition de la normale. D'accord? Voilà, j'ai deux contours. J'ai ce contour-là, je l'oriente dans ce sens, et celui-là, j'oriente dans le sens inverse. Pour comprendre pourquoi ici la normale elle est sortante, la normale elle est rentrante, vous avez plusieurs façons. Soit la main droite, comme je dis tout à l'heure, vous tournez dans le sens du contour et le pouce va dans la direction de la normale, soit la règle des tire-bouchons. Bon, pour les amateurs des bouteilles, qui ouvrent les bouteilles avec le tire-bouchon, voilà une bouteille, vous avez un tire-bouchon. Vous tournez le tire-bouchon dans la direction du sens d'orientation du contour. Par exemple, je prends ce cas-là, d'accord? Premier cas. Voilà, je tourne le tire-bouchon dans ce sens-là. Si vous tournez le tire-bouchon, est-ce que vous ouvrez la bouteille ou bien vous allez enfoncer le bouchon à l'intérieur? Donc, c'est simple, faites l'expérience devant vous. Dans ce cas-là, bien sûr, vous allez enfoncer le bouchon à l'intérieur. Donc, la normale, elle est rentrante. Voilà, elle est rentrante. Inversement, je prends l'autre contour, toujours un tire-bouchon, je tourne le tire-bouchon cette fois-ci dans ce sens-là, dans le sens du contour. Et là, vous êtes sûr que votre bouteille va s'ouvrir, ça veut dire la normale, elle est sortante. Voilà, j'espère avec cet exemple de bouteille, certains vont bien mémoriser la direction du sens de la normale. Bien, revenons au cas qui vous pose un peu problème, c'est le cas de la nappe surfacique avec une densité uniforme qui se trouve sur le plan X. Déterminer le champ en tout point. Donc voilà, il faut bien comprendre d'abord la géométrie de ce système. Bon, je vais peut-être passer, je vais revenir sur ce transparent. Voilà, la géométrie elle est là.
Donc vous avez une nappe de courant surfacique qui se trouve sur le plan XY. Les courants sont suivant l'axe des Y. Voilà. Sur tout le plan XY, un plan infini qu'on suppose infini, vous avez du courant qui se déplace suivant la direction EY. On veut déterminer la direction du champ en un point M quelconque de l'espace. Puisque le champ est infini, là où je prends le point M, je peux mettre un repère X, Y, Z. Question, est-ce qu'il y a un plan de symétrie qui passe par ce point M? Un plan de symétrie, un seul suffit. Eh bien, vous voyez bien que ce plan-là est un plan de symétrie, c'est-à-dire le plan qui est perpendiculaire à l'axe des X. Pourquoi c'est un plan de symétrie? Parce que si vous prenez n'importe quel point M, vous cherchez son symétrique par rapport à ce plan, vous voyez bien que le courant au point M, il a le même sens et même valeur que le courant au point M'. Donc ça, c'est un plan de symétrie. C'est-à-dire le plan O, Y, Z, c'est un plan de symétrie. Donc vous êtes sûr que le champ va être perpendiculaire à ce plan, donc il va être suivant EX. Voilà la direction, elle est déterminée facilement avec la règle de symétrie. Je répète, plus EX ou moins EX, c'est le calcul qui va nous donner le sens exact. Mais la direction, je suis sûr qu'elle est suivant X. Maintenant, les invariances. Si vous êtes là, puisque le plan est infini, si vous faites varier X, vous allez observer toujours le même plan infini. Et si vous vous déplacez cette fois-ci sur l'axe Y, là aussi, puisque le plan est infini, vous allez observer exactement le même plan XY. C'est les mêmes règles de symétrie, les mêmes invariances que le plan chargé surfaciquement avec une densité de charge. Donc le champ ne dépendra ni de X ni de Y. Il ne dépendra que de Z. Si vous avez compris ça, le reste va être extrêmement simple. D'accord? Donc le champ pour une nappe de courant surfacique, d'accord, par raison de symétrie, va être suivant EX et il ne dépendra que de Z. Donc voilà. Donc voilà le. Donc je reviens. Voilà, donc tout plan perpendiculaire à OX, donc voilà, j'ai la densité du courant qui est suivant Y, donc tout plan OY, OZ est un plan de symétrie, parce que vous avez cette partie est symétrique de l'autre. Donc le champ va être suivant l'axe OX, qui est perpendiculaire à Y, à OZ. Dans les invariances, comme je disais, vous avez invariance par translation suivant X et par translation suivant Y. Bien, j'ai un champ qui est axial. Donc le contour, là aussi, c'est un rectangle. Seul problème, comment placer ce rectangle? Là aussi, puisque le champ, il est suivant Z, d'accord, il est suivant EX, pardon, il est suivant EX, donc le rectangle, une partie va être dirigée parallèlement à l'axe des X. D'accord, donc voilà l'axe des X, voilà mon contour d'intégration, une partie va être perpendiculaire à l'axe des X. Donc là, j'ai pas trop le choix, j'ai un rectangle qui va être déplacé à une distance Z donnée. Maintenant, est-ce que je dois le choisir symétrique ou à une distance Z1 ici, à une distance Z2? C'est là où il faut faire attention. Et c'est pourquoi j'ai fait le rappel de tout à l'heure. Si vous avez un plan de symétrie des charges, le champ est antisymétrique. Maintenant, vous voyez bien que le plan OY, OX, c'est un plan de symétrie des courants. Parce que l'image d'un point ici par rapport au plan OX ou Y, c'est lui-même. Donc OX ou Y, c'est un plan de symétrie des courants. Donc si je prends un point Z et un sens symétrique moins Z, je suis sûr que les champs magnétiques sont antisymétriques en ces deux points. Ça veut dire le champ au point Z va être moins le champ au point moins Z. Et c'est pour ça qu'il faut choisir le contour d'intégration exactement à la même distance de l'axe Z pour avoir ici le même module du champ en ce point et en ce point. Sinon, vous allez voir un champ B1 moins B2 égal à quelque chose. Donc, vous n'allez pas déterminer la valeur du champ. D'accord? Donc ça, vous voyez bien la symétrie maintenant nous impose de choisir un rectangle d'abord qui est parallèle à OX pour que la circulation soit non nulle. Mais puisque le champ au point Z a le même module, et bien sûr le sens inverse au point moins Z, donc je dois choisir mon rectangle qui est à la distance Z d'un côté et à la distance moins Z de l'autre. Voilà, voilà mon rectangle, voilà l'axe des X.
Je choisis mon contour ABCD, bien sûr je l'oriente arbitrairement dans un sens ou dans l'autre, mais une fois que vous avez choisi votre sens d'orientation, revenez à la règle du tire-bouchon. Si je tourne le tire-bouchon dans ce sens, la bouteille s'ouvre, donc la normale est sortante. Donc les courants ici vont être comptés positivement. Donc souvent vous vous arrangez que les courants soient positifs, mais vous avez le droit de choisir le sens inverse. Il y a juste des signes moins qui vont s'ajouter. Donc vous voyez, voilà mon contour sur ce schéma, c'est le même ici. Donc vous voyez, je tourne dans ce sens-là. La normale, elle est sortante. Donc je calcule la circulation suivant A, B, C, D. Bien. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, puisque OX ou Y est un plan de symétrie, le champ en deux points symétriques par rapport à ce plan, il est antisymétrique, donc le champ ici est dans ce sens-là. S'il est dans ce sens, le champ va être dans le sens inverse. Autrement dit, B de M, ce sera moins B de M'. Voilà, donc ils sont antisymétriques. S'il est dans ce sens-là, il va être dans le sens inverse. Sinon, s'il est dans ce sens-là, il va être dans le sens contraire. Autrement dit, voilà la propriété importante que la valeur du champ au point Z0, c'est moins la valeur du champ au point moins Z0. Et c'est ça qui va vous guider de choisir un contour d'intégration qui passe par, par Z et par moins Z. D'accord? Bon, après, une fois que vous avez choisi correctement votre rectangle, le calcul, toujours, il est très simple. La circulation suivant A, B, C, D, ce sera la circulation suivant AB, plus 0, parce que ici B, il est perpendiculaire à D de L. Vous avez D de L, B, lui, il est suivant Z. Et suivant X, pardon, là plus c'est D, là aussi D de L, elle est dans ce sens-là, mais B il est suivant l'axe des X, donc ils sont perpendiculaires, donc plus 0. Bon, circulation suivant AB, donc vous voyez bien que B, on a dit que B c'est B de Z0 suivant EX, donc c'est algébrique, mais D de L ici, vous voyez bien que D de L il est suivant moins EX, donc c'est moins D de X suivant I, plus le champ à la position moins Z0 suivant I, toujours c'est algébrique, hein, fois D de L, ici D de L, il est suivant D de I, D de X suivant I. Or, B ne dépend que de Z, ça veut dire le champ ici il est constant, là aussi il est constant. Deuxième chose, je remplace B de moins Z0 par moins B de Z0. Et donc je vais avoir moins 2 fois B de Z0 fois L. Vous voyez l'intérêt de prendre d'utiliser le fait que le plan OXY est un plan de symétrie du courant. Là, ça me simplifie la vie, ça me dit que B à la position moins Z0, c'est moins B de Z0. Bien sûr, il y a d'autres méthodes qui travaillent, d'autres personnes qui travaillent en module, mais là, je préfère travailler en mesure algébrique. Maintenant, je dois déterminer combien de courant traverse ce contour gamma. Là, j'ai une densité de courant surfacique. Donc, quelle est la relation entre un élément de courant et une densité de courant surfacique? Donc ça, je l'ai fait dans le cours de magnétostatique. Densité de courant surfacique, c'est D de I sur D de L perpendiculaire. C'est quoi D de L perpendiculaire? C'est la longueur qui est perpendiculaire à J. J, il est suivant EX. Donc voilà la longueur qui est perpendiculaire à J. Et cet élément de longueur, c'est quoi? C'est D de X. Donc D de I, c'est J surfacique fois D de X. Voilà la signification de J surfacique. C'est l'élément de longueur, un élément de courant, par un élément de longueur qui est perpendiculaire à J. Donc vous regardez la direction de J, il est sur l'axe des Y. Vous cherchez la longueur qui est perpendiculaire à J, dans notre cas c'est D de X. Après, je cherche la sommation du courant, j'ai une densité continue, donc j'utilise l'intégrale de D de I. Et l'intégrale de D de I, c'est J surfacique, fois l'intégrale de D de X entre là et là, c'est L. Je remplace et je trouve B de Z0 égale à moins mu0 G0 sur 2. Vous voyez bien que le calcul me dit que le champ va être au point Z0 suivant moins EX. Donc suivant exactement cette direction-là. Donc vous voyez le calcul, le signe moins, il sort du calcul. Ce n'est pas la peine de l'imposer dès le départ. Donc vous voyez bien que pour Z positif, voilà les lignes de champ. Pour Z, la direction du champ. Pour Z négatif, voilà la direction du champ. Donc voilà pour ces deux exercices où j'ai essayé de expliquer le plus possible comment appliquer le théorème d'Ampère, comment choisir le contour d'intégration, comment utiliser ces problèmes de symétrie. Donc je vous propose dans la
troisième partie de cette série, le corrigé de deux autres exercices. On va utiliser cette fois-ci le théorème d'Ampère, toujours, mais aussi sous forme locale. Et sous forme locale, vous n'avez pas besoin du choix du contour, mais vous avez besoin juste d'intégrer l'équation rotationnelle de B égale à mesure J. Donc voilà, à bientôt pour la suite de cette série. Toujours vos commentaires, vos remarques sont les bienvenus et à plus.